Ce que l'on va voir dans adaptation fonctionnelle des végétaux, c'est les différentes fonctions par rapport aux organes qui ont ces fonctions. Donc on va voir chacune des grandes fonctions et on va regarder quel est l'organe qui réalise cette fonction, qui a ce rôle. Finalement, une fonction, c'est un rôle. Donc à partir de ça, vous avez ce schéma. Donc ça, il faut que vous appreniez le vocabulaire minimal de base des différents organes. Vous voyez comment est constitué le végétal. Donc une tige, on parle de végétal qu'on appelle une plante. Il y a un botaniste qui s'appelait Plantefolle, vous voyez, il portait bien son nom. Et lui, il a défini les plantes, c'est ce qui se plante. Vous voyez, c'est pratique. Et il a tout à fait raison, parce que si vous essayez de planter des algues, par exemple, ça ne marche pas trop. Donc c'est des plantes, c'est les végétaux supérieurs, on va dire. Donc on va étudier les différentes fonctions qui correspondent aux principaux organes. Premièrement, la racine. Deuxièmement, la tige. Troisièmement, la feuille. Quatrièmement, et ça c'est pas aujourd'hui, le bourgeon, c'est-à-dire la croissance. Et éventuellement la reproduction, avec la fleur. Donc aujourd'hui, on va prendre plutôt l'aspect des fonctions de nutrition. Introduction, quelles sont les différentes fonctions de nutrition du végétal? En gros, de quoi a-t-il besoin et comment fait-il pour se nourrir? De l'eau. De l'eau. L'eau a ces minéraux qui aident à la nutrition. Donc on dit des minéraux maintenant, non? Aussi, Ces minéraux, c'est un peu ancien comme vocabulaire. aussi l'énergie lumineuse par le soleil. L'énergie. Et en plus, ils utilisent aussi du CO2. Et en plus, ils utilisent du CO2. J'aime bien le en plus. Donc ça, c'est les besoins. Qu'est-ce qu'il faut qu'ils réalisent d'autre à part satisfaire leurs besoins? Ils produisent de O2, Ils produisent de l'oxygène. de la glucose. Le symbole de la production de matière organique par le végétal, c'est bien le glucose. Alors c'est pas un symbole au hasard, hein. C'est vrai que c'est important le glucose, mais après il va faire plein de choses. Tout d'abord de l'approvisionnement en énergie. Comment fait le végétal pour s'approvisionner en énergie? Donc l'énergie évidemment vient du soleil. Et comment fait-il pour s'approvisionner en énergie donc solaire? Les chloroplastes. Les chloroplastes. Et alors ces chloroplastes, est-ce qu'ils contiennent quelque chose de spécial pour s'approvisionner en énergie? Ils contiennent la chlorophylle. Ils se trouvent où déjà, par exemple? Dans les feuilles. Dans la feuille. Comment font-ils avec ça? Donc il leur faut en gros une surface d'absorption. Donc ici pour vous maintenant la feuille, l'aspect fonctionnel c'est la surface d'absorption. Donc vous savez quoi? La lumière elle arrive sur le chloroplaste et qu'est-ce qui se passe? L'ensemble ça s'appelle la photosynthèse, on est d'accord? Mais avant la réaction chimique, la lumière soit utilisable. C'est-à-dire que la lumière ne va pas agir directement sur la réaction chimique, elle va agir sur la chlorophylle. Pourquoi? Parce que c'est un pigment. Et la propriété des pigments, c'est de pouvoir absorber de la lumière et ensuite de se transformer. Donc on dit qu'ils sont dans un état excité et cet état leur permet d'agir sur les réactions chimiques et de réaliser donc la photosynthèse. D'accord? Donc on passe de chlorophylle, lumière, chlorophylle excitée, et ensuite cette chlorophylle excitée, elle pourra réaliser des réactions chimiques ou aider à réaliser des réactions chimiques. Alors revenons à notre idée d'adaptation fonctionnelle. Si je vous dis donc la feuille c'est la surface d'absorption, quelles adaptations peut avoir la feuille pour être une meilleure surface d'absorption? Avoir plus de chlorophylle. Bon, avoir plus de chlorophylle, ok. Plus de surface. Plus de surface. Augmenter sa surface. Plus la surface sera grande, plus elle absorberait. Être positionné vers le soleil. Être orientée. Elle doit être orientée. Vous avez vu que normalement les feuilles elles sont orientées comment? Horizontalement. Horizontalement plutôt, hein, de façon à avoir l'éclairage du soleil le plus grand possible. Voilà ce que l'on observe au microscope. On va faire des observations au microscope. Bon, voilà une observation de la feuille.
où se trouve la partie absorbante de la lumière dans la feuille. Comment on peut la reconnaître? Ouais, et donc est-ce qu'on peut le savoir ça? Et de quelle couleur? Vert, plus noir, plus vert. Plus vert, plus sombre, ouais, voilà. Donc là, vous voyez bien où ça se trouve. Hein. C'est ici. Ce sont des cellules, vous voyez, qui sont Aussi le chloroplaste. très allongées. Donc ça forme comme une palissade. Et c'est pour ça que ça s'appelle le parenchyme palissadique. La coupe, elle est transversale comme ça. Bon, le fait que ça soit un parenchyme, c'est évidemment une première chose pour augmenter la surface. Ouais, c'est bien organisé. Les chloroplastes vont se trouver du coup alignés dans l'épaisseur de la feuille, donc ils vont ramasser le plus de rayons possible. Bon, voilà une autre image, vous voyez, les petits chloroplastes tout le tour de ces cellules, on voit bien les petits chloroplastes verts. Et vous voyez qu'en dessous, là par contre, ça s'arrête. Qu'est-ce qu'il y a ici, on voit des grands trous qu'on appelle les lacunes. Voilà, donc il y a des grands trous. Donc c'est vraiment cette partie-là de la feuille qui va être absorbante. Voilà le schéma. Donc vous voyez que l'épiderme, lui, n'absorbe rien. Les chloroplastes, donc vous voyez qu'évidemment ils sont, là elle nous l'a dit, une adaptation c'est d'en avoir le plus possible pour être le meilleur. Et dans ces chloroplastes, donc dans ce chloroplaste, il y a des thylakoïdes. À quoi ça peut servir? Donc les thylakoïdes, c'est des petites membranes qui portent la chlorophylle, on est d'accord? Et ils refont exactement la même figure que le parenchyme palissadique. Les thylakoïdes, vous voyez que c'est des empilements comme ça de membranes qui fait qu'on multiplie la surface de la membrane en faisant des plis et des replis. Il faut que ça vous paraisse logique, je vous rappelle, parce que vous devez, avec ce que je vous raconte, et ce que vous savez donc après, faire des arguments. Donc là, on passe du stade où on regarde une structure à un stade où on fait de l'anatomie fonctionnelle, c'est-à-dire on prend une structure et on comprend cette structure par rapport à son rôle. Donc là, le rôle du chloroplaste, c'est non seulement de contenir la chlorophylle, mais surtout d'offrir la surface la plus grande, encore une fois, pour prendre la lumière. De même, le parenchyme palissadique, c'est non seulement de contenir les chloroplastes, mais aussi d'être organisé de façon à offrir une captation de la lumière, une surface d'absorption encore plus grande. Donc c'est vraiment les arguments que vous devrez utiliser si on vous demande ça au bac. Donc là, vous avez une autre image. Donc là, on voit les empilements de surface. Pour l'instant, c'est tout. On reverra la photosynthèse dans le détail. Deuxième fonction, échange de gaz. Les gaz, c'est le CO2 et l'O2. Et puis elle nous a mis, tu sais, le CO2, c'était un petit truc comme ça, un peu, bon, voilà, bon d'accord, il y a aussi un peu de CO2 qui doit rentrer. Est-ce que vous voyez pourquoi je fais cette remarque là? Peut-être parce que c'est très important que... C'est très important. Pourquoi je dis que le CO2, c'est très différent de tout le reste, c'est beaucoup plus important? Est-ce que vous avez une notion de matière organique? C'est quoi la matière organique? C'est la matière des êtres vivants. Mais qu'est-ce qu'elle a de particulier par rapport au reste des autres matières? La définition de la matière organique, c'est le carbone. La matière organique, c'est une matière qui contient du carbone. Donc ça veut dire la matière des êtres vivants, c'est de la matière qui est faite à base de carbone. C'est la base. C'est le carbone, c'est l'atome qui fait le squelette, on va dire, de la matière organique. C'est le squelette de toutes les molécules qui nous composent. C'est le squelette des acides aminés, c'est le squelette du glucose, c'est le squelette des lipides. C'est des squelettes en carbone. Après, on rajoute dessus des petites fonctions chimiques. Donc, vous voyez, ça veut dire que c'est important, le carbone. Ça veut dire que de toutes ces choses-là, ce qui va vraiment caractériser la vie, c'est le carbone. Donc, c'est le CO2 ici. Mais les autres, ça lui apporte des nutriments, mais le CO2, ça lui apporte le nutriment qui est caractéristique des êtres vivants, qui est le carbone. C'est quand même très différent des autres, où de l'eau on en trouve partout, de machin. Mais la matière organique, c'est spécial aux êtres vivants. Bon, donc là, c'est ce carbone, très important. Alors, il faut évidemment qu'elle trouve du carbone. Où est-ce qu'elle trouve du carbone, la plante? Dans l'air. Dans l'air. Et dans la terre. Je m'y attendais quand même un peu. Donc ça, c'est évidemment un truc qui est
complètement faux et qu'il faut que vous effaciez de votre représentation. Parce que la Terre, effectivement, c'est noir. Donc ça contient sûrement pas mal de carbone, souvent, la Terre noire. Mais la plante ne prend absolument aucun milligramme de carbone dans la Terre. Tout le carbone, il vient de l'air. Les racines ne peuvent pas prendre de carbone. Donc là, on est en terminale. Il faut surtout oublier cette mauvaise représentation. C'est vrai que si je vous dis les tonnes de bois d'un arbre, avant d'être du bois, c'était quoi? Donc les tonnes de bois d'un arbre, ça fait des tonnes un arbre, d'accord? C'était des tonnes de quoi avant? De CO2, c'est-à-dire c'était des tonnes de gaz. Avant d'être des tonnes de bois, c'était des tonnes de gaz. C'est étonnant quand même. Ça vient pas facilement à l'esprit de se dire qu'avec du gaz, on arrive à faire du bois. Est-ce que tout le monde arrive à se le représenter, ça? Non. Parce que le gaz, ça a l'air très léger. On n'a pas l'impression que le gaz, ça peut peser des tonnes. Quand on voit un arbre, il faut s'imaginer que cet arbre, il a été fait à partir d'un gaz, de CO2. Évidemment, c'est plus simple dans l'autre sens. Par exemple, est-ce qu'on peut le faire revenir en arrière? Des tonnes de bois, le faire revenir en CO2? En le brûlant, est-ce que ça marche? Donc on prend, vous voyez, un gros morceau de bois qui pèse lourd, là. Si on le met dans le feu, cette quantité, ces kilos de bois, ils deviennent du CO2. Et de l'eau aussi, hein, vous savez que la combustion. Et ça libère de la chaleur. C'est quoi cette énergie? D'où elle venait au départ? Pourquoi elle est dans le bois? La combustion. C'est l'énergie Du soleil. du soleil. Si vous prenez un morceau de bois, vous faites, et que vous le brûlez, vous faites le mécanisme inverse de la photosynthèse. Vous relibérez le CO2, d'ailleurs il reste que des cendres, ça pèse quelques milligrammes. Et puis vous relibérez aussi l'énergie de la lumière, du soleil, sous forme de chaleur. Sous forme de lumière aussi, hein, finalement ça fait un peu de lumière, cette chaleur-là. Donc je répète, la photosynthèse, elle prend l'énergie du soleil, et elle prend le carbone du CO2 pour faire la matière organique. Pour faire par exemple le bois. Donc la masse de bois, c'est au départ la masse de CO2. Et quand on fait brûler le bois, on fait à l'envers. On prend la masse de bois, elle relibère le CO2, et ça libère aussi l'énergie qui vient du soleil, qui était dans le bois. Elle a été accumulée dans le bois. Elle est relibérée après dans le feu. Donc pour l'échange de gaz, qu'est-ce qu'il va falloir? Par où il va rentrer le gaz, et puis pareil, par où va sortir le gaz, l'oxygène. Voilà la surface d'une feuille. On prend une feuille, c'est rigolo. On met du vernis à ongles, mais du vernis transparent. Et après, on le laisse sécher sur la feuille, on le décolle et on le met au microscope et on voit ça. On voit l'empreinte de la surface. Est-ce que vous voyez sur cette surface de feuille où sont les trous? Donc ici, là, vous voyez, vous avez des cellules de surface, on dirait un puzzle. Ça, c'est pour être bien connecté, c'est une surface de la feuille, c'est pour que la feuille se déchire pas. Mais vous avez aussi d'autres trucs qui sont très différents, on le voit bien là. Vous voyez, une cellule ici, et une cellule là, et au milieu, là, il y a peut-être un trou. Une autre là, une autre là, une autre là. Les stomates. Donc dans la feuille, l'adaptation aux échanges de gaz, c'est les stomates. Il faut des trous, comme nous, on a une bouche et un nez. On les reconnaît aussi, qu'est-ce qu'ils ont de plus que les autres cellules là, de la feuille qui sont toutes en jeu de patience. Là, on les reconnaît leur forme, mais ils ont des chloroplastes. Alors je vais vous dire pourquoi, c'est pas à prendre tout de suite. Ça leur permet, voilà, de détecter le soleil. C'est pas pour faire de la photosynthèse dans leur cas, même s'ils en font, hein, mais cette photosynthèse, elle leur permet de savoir, en gros, s'il y a de la photosynthèse, ils savent qu'il y a du soleil. Et dans ce cas-là, ils vont pouvoir s'ouvrir ou se fermer. Et figurez-vous que les gaz qui rentrent et qui sortent de là, donc évidemment, le CO2 va entrer par là, l'oxygène va ressortir. Il y a quelque chose de super important, qui n'a pas de rapport avec vraiment la photosynthèse, qui se passe à cet endroit-là, c'est que quand il s'ouvre, donc quand il y a l'échange de gaz ici, mais il y a un truc qui se passe en plus, qui ne veut pas, qui est obligé, c'est qu'il y a énormément d'eau qui ressort par là. Et cette eau qui sort là, figurez-vous que c'est le moteur de la circulation de toute l'eau dans la plante. Donc le moteur de la circulation, on va dire, comme de la circulation sanguine de la plante. La plante, elle n'a pas un cœur. Son moteur, c'est l'absorption, la succion, on appelle ça. Hein, c'est le fait que les feuilles tirent de l'eau
à cause que ça s'évapore quand elles font leur échange de gaz. Ça veut donc dire quoi? Que quand le stomate est ouvert, tout fonctionne. La photosynthèse puisqu'il y a les gaz qu'il faut, la circulation puisqu'il y a de l'eau qui sort. Quand le stomate se ferme, il n'y a plus rien qui fonctionne. La plante arrête la photosynthèse et arrête la circulation de la sève. Elle rentre dans une vie très ralentie parce que ça ne circule plus et elle ne fait plus de photosynthèse. Alors une autre image, vous voyez, magnifique. Ça c'est une image en microscopie électronique. Mais j'ai une question. Le stomate se ferme quand la plante va mourir ou... Non. ou- Non, le stomate il se ferme soit parce que la plante n'a pas besoin de l'ouvrir. Par exemple, s'il n'y a pas de lumière, pourquoi elle ouvrirait ses stomates? Puisqu'elle ne fait pas de photosynthèse sans lumière. Donc par exemple la nuit, vous voyez. Et ils peuvent se fermer aussi quand il y a peut-être trop de lumière et du coup ça provoque la déshydratation de la plante. Donc il faut qu'elle se protège aussi un petit peu. Donc là elle peut se fermer aussi même s'il y a de la lumière. C'est une autre adaptation un peu inverse. C'est beau cette image? On les voit bien, on voit bien les trous, on voit bien tout, c'est incroyable. Voilà la même image, mais colorisée à l'informatique. Normalement, c'est en noir et blanc. Où on voit bien les deux cellules stomatiques, etc. Et là, un ouvert et un fermé, un à côté de l'autre. Ça vous montre comment ça s'ouvre et comment ça se ferme. L'ostiole, c'est le trou, en fait. Et cela peut affecter la plante, non? Son décès. Ah bah oui, c'est ce que je te dis, le stomate c'est essentiel. Si on met un produit qui serait toxique pour les cellules stomatiques, la plante elle meurt tout de suite, hein. Elle ne peut pas vivre sans ça. C'est son organe principal. On dirait pas comme ça, ce petit truc là sous la feuille, parce qu'il y en a beaucoup plus sous la feuille que sur les feuilles. Mais on dirait rien, mais en fait c'est le principal de la vie de la plante. Bon, qu'est-ce que je dois vous montrer ici? Que ici c'est le trou, regardez, là vous avez le stomate. Donc là, c'est une coupe de parenchyme, là, qu'on a vu tout à l'heure. Donc c'est là où c'était la photosynthèse. Et vous voyez qu'en dessous, là, le stomate, il est relié à des grandes lacunes, là, qu'on appelle la chambre sous-stomatique. C'est un peu comme le poumon de la feuille. Donc il y a un trou et derrière, il y a une surface d'échange. Ça, c'est une bonne adaptation à l'échange. Ça, c'est le schéma que je viens de vous faire. Voilà, vous l'avez là, donc vous pouvez le regarder si vous avez besoin pour comprendre ce qui se passe. On voit l'oxygène, le CO2 qui rentre. Maintenant, absorption de l'eau et des sels minéraux. Qui c'est qui s'en charge de l'eau? Où est-ce qu'il se trouve l'eau et les sels minéraux pour la plante? En la terre. Racine. Dans les racines, dans le sol, voilà. Bon, c'est facile. Comment on va s'adapter pour être plus efficace dans cette absorption? On va étendre les réseaux racinaires. Et vous allez voir, on a deux façons de l'étendre. Voilà la racine, là on la voit bien. On en prend une toute petite comme ça pour mieux la voir. Vous avez la racine et vous avez ici la partie absorbante de la racine. Vous voyez que c'est pas toute la racine qui absorbe, c'est juste une petite partie, ni le début, là ce qu'on appelle la coiffe, ni après. C'est juste cette partie-là qui absorbe et on le voit. Il y a plein de petits poils. À quoi servent ces petits poils? La surface d'absorption. On aura augmenté la surface d'absorption, très bien. Donc, première façon de s'adapter à son rôle, c'est d'augmenter sa surface d'absorption avec des petits poils absorbants. Deuxième façon, c'est d'augmenter la taille des racines, ça c'est une chose, mais on peut s'aider, quand on est une racine, d'un autre être vivant pour augmenter sa taille. On peut s'aider d'un champignon. Ça s'appelle les mycorhizes. Donc la racine a non seulement toute la racine pour absorber, mais en plus tous les filaments du champignon pour absorber. Donc ça rajoute de la surface. Ça s'appelle les mycorhizes. Mais ça, vous l'avez dans le TP. Dernier point, la circulation. Donc comme je vous l'ai dit, d'un côté la feuille fait la photosynthèse par exemple. Donc elle produit de la matière organique, du glucose. Et puis de l'autre côté, la racine, elle va consommer le glucose. Parce qu'elle fait la respiration, elle a besoin de manger. Donc il faut de la circulation. Le glucose doit aller de la feuille vers la racine, on est d'accord. Mais inversement, pour faire la photosynthèse, la feuille elle a besoin d'eau. Elle a besoin de sels minéraux pour construire aussi tout un tas de substances chimiques différentes. On ne fait pas que du glucose. Et dans ce cas-là, évidemment, les minéraux doivent remonter depuis la racine. Donc là aussi, il y a une autre circulation dans l'autre sens. Voilà, quand on fait une coupe de tige,
on trouve des endroits où il y a des vaisseaux de circulation de la sève. On les voit là, ils sont colorés. Ces vaisseaux contiennent, en plus de la cellulose, contiennent ce qu'on appelle de la lignine. Et donc on les voit là. Alors là, on les voit encore plus jolis, encore plus colorés. Donc là, c'est une coupe longitudinale. Et là, c'est une coupe transversale du vaisseau. Il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Le vaisseau, c'est quoi son adaptation? C'est d'être creux pour faire la circulation. C'est pas trop compliqué. Donc voilà, vous avez des vaisseaux bleu-vert, là, et puis des vaisseaux roses. Ben, figurez-vous que ça représente les deux circulations de la sève, le xylème et le phloème. Il y en a un qui fait circuler une sève vers le haut, et l'autre qui fait circuler une sève vers le bas. Évidemment, ces sèves n'auront pas du tout la même composition. Donc là, vous voyez, ça c'est encore des beaux vaisseaux là, en microscopie électronique, magnifique, en 3D. On retrouve évidemment ces vaisseaux dans la feuille, c'est là d'où ils viennent et où ils vont. Donc on les a dans une feuille comme ça. Est-ce qu'on voit les vaisseaux? Ben oui, on voit les faisceaux en fait. On ne voit pas les vaisseaux, on voit les faisceaux, c'est-à-dire les ensembles de vaisseaux. Les faisceaux, c'est les nervures de la feuille. Vous voyez, on les voit bien là, ils sont colorés. En vert et en rouge. Voilà, xylème, phloème, c'est la diapo magique à apprendre. Xylème contient ce qu'on appelle la sève brute et le phloème, la sève élaborée. Est-ce que si je vous montre la composition des sèves, vous pouvez me dire laquelle va vers le haut, laquelle va vers le bas? Alors, si on voit ça, est-ce qu'on sait laquelle va vers le haut? Laquelle va vers le bas? Et il faut un argument. Alors, plutôt que vers le haut ou vers le bas, vous allez plutôt me dire du bas vers le haut ou du haut vers le bas. Parce que c'est grâce à ça qu'on peut deviner qu'est-ce qui était en haut et qu'il n'y a pas en bas. Et donc, ça sera dans la sève qui circule dans ce sens-là. Et qu'est-ce qui était en bas et pas en haut, et donc ça sera dans ce sens. Bon, par exemple, là, dans la sève brute, il y a ça, 0 et 154 000. Là, on voit bien qu'il y en a d'un côté, il n'y en a pas de l'autre. Le saccharose, est-ce qu'il était en haut, il va vers le bas, ou est-ce qu'il était en bas, il va vers le haut? D'où il vient le saccharose? Vous savez pas ce que c'est le saccharose? C'est du sucre, voilà, exactement, c'est du sucre. Alors ça vient d'où le sucre par la plante? Des feuilles. Des feuilles, pourquoi? Par la photosynthèse. Donc là c'est bon, on a trouvé. La sève où il y a tout la saccharose, là, il y en a beaucoup quand même. Vous avez vu par rapport à l'autre? Au vert. Du haut vers le bas, la sève élaborée va du haut vers le bas, donc du coup la sève brute, elle contient des nitrates. On les trouve où les nitrates? Dans les engrais, dans le sol. Vous êtes d'accord? Le xylème, c'est la sève brute qui vient d'en bas, qui va en haut. Et le phloème, c'est la sève élaborée qui va du haut vers le bas. À apprendre. Voilà. Et dernier point, les organes de réserve. Donc là, c'est un rôle, une fonction particulière. Les organes de réserve, c'est là où arrive tout le sucre. Et il est mis en réserve. Pourquoi? Donc là, vous avez le rhizome, les bulbes, les tubercules, les bulbes. Ces trois organes de réserve qui sont dans le sol. Et à quoi ils servent? Ben, en général, ils servent à passer la mauvaise saison pour la plante qui va mourir en hiver et qui va renaître en été suivant, vous voyez. Donc là, les réserves augmentent, la plante meurt et là, une nouvelle plante réapparaît. Ou bien à se reproduire, puisque là, vous voyez, il y a plein d'organes de réserve qui vont chacun faire une nouvelle plante. Allez, dernière diapo, c'est juste pour dire que ces réserves sont principalement faites d'amidon. On le reverra sûrement en TP. Voilà.